Élise Lucet, comment se fait-il qu'une grande journaliste comme vous s'intéresse à des élèves comme nous? Alors, je ne suis pas une grande journaliste, je suis une journaliste tout court. D'abord, première chose. Ensuite, on a tous été élèves. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il est très important pour des gens, des jeunes comme vous, qui aient une éducation aux médias, que vous rencontriez des journalistes, que vous puissiez discuter avec des journalistes. Parce que dans le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, des médias, il y en a partout et il y en a tout le temps. Donc il faut savoir les décrypter, il faut savoir comprendre ce qui s'y dit, il faut savoir avoir le sens critique, c'est très important. Et donc c'est pour ça que je suis venue vous voir, parce que votre travail m'intéresse beaucoup aussi, parce que peut-être je peux m'en inspirer et piquer quelques idées, on ne sait jamais. Et que je crois que de toute façon, nous, journalistes, on s'adresse aussi à vous. Par exemple, quand on fait de la télé, souvent vous vous retrouvez devant les journaux télévisés. Moi, j'ai fait les journaux télévisés pendant 26 ans, tu vois. Et je pensais à chaque fois, tiens, il faut que je fasse attention parce qu'il y a peut-être des enfants qui regardent aussi et qui écoutent ce que je dis. Donc, on fait aussi des journaux pour vous. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Est-ce que vous pensez que dans les médias scolaires, on devrait laisser une plus grande place à la subjectivité ou à l'objectivité? Eh ben moi, je dirais les deux. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le journalisme, c'est bien sûr le respect des faits. Moi, je ne dis pas l'objectivité, je dis l'honnêteté. Donc, essayer de bien faire son travail. Et ça, c'est très important. Mais en même temps, pour moi, il n'y a rien de plus important que la singularité. Donc ça, c'est de la subjectivité. C'est-à-dire la manière de voir un sujet, la manière de l'écrire. Et dans ce qu'on a vu aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de subjectivité. L'ironie, l'humour, tout ça. C'est très important. Et je pense qu'en plus, vous qui êtes apprenti journaliste, vous travaillez, mais permettez-vous tout. Nous, on est dans des médias qui sont parfois un peu bridés, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, puis il y a des millions de personnes en face, donc c'est un petit peu normal. Mais vous, vous êtes dans des médias scolaires, donc permettez-vous différentes sortes d'écriture. Et par exemple, toi, tu peux à la fois faire un reportage qui va être totalement honnête, où tu vas avoir une position de reporter et tu vas vraiment aller reporter aux gens qui vont t'écouter, te regarder ou te lire ce que tu as vu. Ça, c'est la position du reporter. Et puis, tu peux avoir une position d'éditorialiste, tu peux avoir une position de quelqu'un qui écrit un billet ironique. Et au contraire, il faut vous faire plaisir et il faut être sur tous les fronts à la fois. C'est aussi ça, un média scolaire, je pense. C'est tâter de toutes les formes d'écriture, de toutes les formes de journalisme possibles et imaginables. Nous nous sommes renseignés sur vous et nous avons appris que on a trouvé un article qui date de 2007 qui nous explique que vous aviez été mis en examen 3 fois. Alors oui, en fait maintenant c'est 5 fois. J'ai été mise en examen maintenant 5 fois. Quand on fait des reportages qui s'intéressent, on va dire, aux coulisses des grandes entreprises ou de certains hommes politiques et qu'on révèle des choses qui ne leur font pas plaisir, l'une des possibles contre-attaques, c'est de porter plainte contre nous. Donc en ce moment, là, je dois avoir 5 ou 6 procès différents. Pour te donner un ordre d'idée, il y a l'État d'Azerbaïdjan qui nous attaque. Donc procès en appel bientôt, au mois de juin. Il y a Christian Estrosi, donc tu vois, ça c'est un politique qui nous attaque. Je cherche en milieu économique, on doit bien avoir une ou deux multinationales qui nous attaquent aussi, mais là j'ai pas ça en tête. Enfin, en gros, si tu veux, moi je considère que c'est normal. Quand on mène un travail d'enquête pendant 1 an et qu'on révèle des choses qu'une entreprise ou qu'un homme politique n'a absolument pas envie qu'on sache, qu'ils essaient de contre-attaquer comme ça. Bolloré, par exemple, Vincent Bolloré essaie aussi de nous attaquer. Mais ça fait partie des choses qu'on anticipe. C'est-à-dire que quand on fait nos reportages, on fait par exemple visionner notre reportage 3 ou 4 fois par notre avocate qui travaille pour nous. Et on lui dit, regarde bien et pèse et sous-pèse chaque mot du reportage pour éviter au maximum que les personnes en face puissent porter plainte, tout en préservant tout ce qu'on a à dire. Tu vois, donc on a une lecture journalistique du reportage, mais on a maintenant aussi une lecture juridique. Parce que c'est important de gagner le combat journalistique, qui est d'établir la vérité, mais c'est aussi très important de gagner le combat juridique. Il ne faut pas qu'on perde face aux tribunaux. Il faut qu'on montre que juridiquement, on est aussi fort qu'eux. Et c'est beaucoup de travail, mais on le fait, et ça a beaucoup surpris au début les PDG des sociétés, les hommes politiques, parce qu'ils donnaient les DVD à leurs avocats en leur disant « Tenez, voilà le DVD, allez-y, portez plainte ». Et puis l'avocat revenait en disant bah, ça va pas être aussi simple que ça, parce qu'en fait, ils ont pesé, sous-pesé chaque mot, et on ne peut pas les attaquer en diffamation. Ou si on les attaque, ce qu'ils font quand même, on risque de perdre. Donc tu vois, c'est très important de gagner aussi cette bataille-là, la bataille du juridique. Et, pensez-vous que des élèves de collège ou lycée qui voudraient dénoncer des choses comme l'état de leurs locaux, de leur ville, de leur collège,
pourrait se lancer dans des investigations en connaissance des risques? Je pense franchement que oui, vous pouvez vous lancer dans des investigations, notamment par exemple sur l'état de vos locaux. Ça, vous avez le droit à un moment de dénoncer, de dire ça va pas du tout, on n'a pas de salle où se réunir correct, les toilettes c'est n'importe quoi, la cantine on a vu une souris, ce genre de choses. Même je pense qu'il faut le faire. C'est très important parce que les acteurs de la vie scolaire, c'est vous aussi. C'est pas que le principal, c'est pas que les enseignants, c'est pas que l'équipe administrative ou éducative. C'est vous les principaux acteurs de votre vie scolaire. Et donc c'est à vous de dénoncer les choses. Les risques, franchement, d'abord le premier conseil que je vous donne, allez-y à plusieurs. Faites ça à plusieurs. Et si vous êtes par exemple une quinzaine d'élèves à mener une investigation, mais personne n'osera vous embêter. Personne n'ira vous embêter. Donc allez-y, oui, c'est votre rôle. Et puis ça donne une idée quand on mène une investigation dans son propre lieu de vie, de ce qu'on peut faire ensuite après. Donc c'est une bonne première marche à franchir avant d'aller faire d'autres investigations ailleurs et dehors. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée. Je t'encourage vivement. Élise Lucet, après avoir participé à ce jury, qu'aimeriez-vous dire à notre ministre de l'Éducation à propos des médias scolaires? Qu'est-ce que je peux lui dire? Moi j'ai toujours pensé, alors je pourrais lui dire, pourquoi pas, Monsieur Blanquer. J'ai toujours pensé que l'éducation aux médias, dans un cursus scolaire, ça devrait être obligatoire, mais au sens vraiment avec plusieurs heures de cours, peut-être, ou 2 heures de cours par semaine, parce que c'est la manière la plus importante que vous aurez de vous informer par la suite. Donc apprendre le sens critique dans l'éducation aux médias, par exemple, mais c'est apprendre le sens critique partout. Dans la vie, ça va t'aider plus tard à voter, ça va t'aider plus tard à réfléchir, à penser vers qui tu as envie de t'orienter, ce que tu as envie de faire même dans la vie, tu vois. Donc l'éducation aux médias, en fait, c'est pas qu'une éducation aux médias, c'est l'éducation au sens critique. Le sens critique, c'est toujours se poser des questions sur ce qu'on te dit et toujours te demander si c'est vrai, pas vrai, faire la balance dans ta tête, réfléchir tout seul. Donc Monsieur Blanquer, je lui dirais... Monsieur Blanquer, je lui dirais imposer l'éducation aux médias dès l'école primaire, très rapidement, fin d'école primaire, CM1, CM2, continuer au collège, et puis si normalement tout ça est bien fait, CM1, CM2, collège, après lycée, si vous avez envie de continuer à faire des médias scolaires, youpi, formidable, c'est super, mais vous aurez au moins une base de réflexion et de sens critique très importante. Tu sais ce que c'est le sens critique ? Toujours remettre en cause ce qu'on te dit, réfléchir par toi-même et te demander si en face c'est vrai, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'en pense. Élise, c'est comment nous qui sommes des élèves pouvons-nous savoir si une information est fausse ou si elle est vraie? Alors déjà, le plus important, c'est tu écoutes bien ce qui est dit et tu réfléchis par toi-même en te disant « Tiens, c'est bizarre, hier ou avant-hier, j'ai entendu ça, il me disait pas la même chose. » Tu en parles avec tes parents, tu en parles avec des adultes qui sont autour de toi. Et il faut toujours... Quand tu as un doute, j'allais dire vraiment très clairement, donner tes questions, aller voir des adultes et leur dire, tu sais, moi je me pose des questions parce que j'ai entendu ça à la télé ou j'ai entendu ça à la radio, mais je me pose des questions par rapport à ça. Il faut questionner autour de toi. Et comme ça te permet de réfléchir. Quand tu as vu un reportage à la télé, par exemple, et que tu te poses des questions derrière, il ne faut pas garder tes questions pour toi. Il faut aller voir des gens autour et discuter. Et une fois que tu as discuté, déjà, tu pourras te faire un avis. Et tu pourras savoir, ou en tout cas penser par toi-même, et savoir si ce qui a été dit à la télé est vrai, faux, ou si c'est pas assez complet aussi. Parce que tu vois, un reportage à la télé, parfois c'est très court, ça fait 2 minutes et demie, par exemple, et ils n'ont pas le temps de tout dire en 2 minutes et demie. Et toi, il y a des infos qui vont te manquer. Tu vas dire « Ah, mais attends, ils ont oublié de dire ci ou ça. Et moi, c'est important pour moi. » Et donc, tu vas retravailler le reportage dans ta tête. À la limite, le reportage en soi, il est important. Mais ce qui est le plus important, c'est ce que toi, tu vas en faire avec ta tête. Comment tu vas réfléchir et comment à partir de ce reportage-là, tu vas réfléchir et te faire ta propre opinion. Avec l'apparition de lois comme celle sur le secret des affaires, est-ce que vous pensez que nous, jeunes journalistes, on va pouvoir faire du journalisme d'investigation plus tard ? Alors, moi, j'ai confiance en vous. C'est-à-dire qu'il va falloir reprendre le flambeau. Et il y en a déjà pas mal. Enfin, nous, dans nos équipes, c'est très encourageant parce que je trouve que les jeunes journalistes qui arrivent sur le terrain, par exemple, ils sont très nombreux à vouloir faire du travail d'investigation et du bon travail d'enquête, et beaucoup moins nombreux qu'avant à vouloir absolument faire du JT, des journaux. Ils ont plutôt envie de faire de l'enquête. Donc ça, c'est très encourageant. Moi, dans nos équipes, à la fois envoyées spéciales
et puis à Cache Investigation, on voit des gens qui sortent d'école. Donc ils sortent d'école. Ils n'ont pas du tout envie de passer par la case JT. Ils veulent de l'enquête, de l'enquête, de l'enquête. La bataille pour faire de l'investigation dans nos médias, quels qu'ils soient, hein, télé, radio, presse écrite, site internet, elle sera toujours difficile. Puisque à un moment, on a en face de nous des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui ne paient pas toujours beaucoup d'impôts et qui ont envie que ça continue. Et donc, quand on arrive et qu'on sort les Panama Papers, les Paradise Papers ou des documents confidentiels d'une entreprise, bien sûr que ça ne leur fait pas plaisir et bien sûr qu'ils vont tout faire pour essayer de bloquer ce système d'investigation. Après, on est dans un système démocratique quand même. Et on arrive à beaucoup sortir de choses. Et puis, la force qu'on a aussi aujourd'hui maintenant, c'est la multiplicité des médias qui fait que, imaginons que nous, on nous bloque sur une enquête à France Télévisions. Qu'est-ce qui nous empêche ? Parce qu'on est très énervé, d'abord, d'essayer de faire la révolution, mais ensuite d'aller donner nos infos dans un autre média, et ça sortira. Donc on ne pourra pas bloquer tous les médias, ça c'est pas possible. Et tu l'as certainement vu, de plus en plus maintenant, il y a du journalisme collaboratif, avec l'ICIJ pour les Panama Paradise Papers, mais il y a aussi maintenant du journalisme collaboratif en Europe, ou des associations de médias, même en France. C'est-à-dire qu'on n'est plus un média tout seul, on est 3, 4, 5. En Europe, on est 8, 9, 10. Et avec l'ICIJ, on peut être 360. Là, on a mené le Daphne Project, par exemple, sur Daphne Caruana Galizia qui a été tuée à Malte. Et on était 28 médias et tout le monde s'est mis vraiment en ordre de bataille pour essayer de faire la vérité sur l'assassinat de Daphne. Donc, le fait qu'on se regroupe et qu'on travaille ensemble rend la difficulté très importante pour les gens qui veulent essayer de nous faire arrêter de travailler. Et ça, je pense qu'ils s'y attendaient pas, parce que pour eux, les journalistes d'investigation travaillaient tout seuls dans leur coin, et puis ils étaient vraiment dans cette espèce de prototype du journaliste enfermé dans ses secrets qui dit rien à personne. Et là, quand tu vois que tu as 360 journalistes dans le monde entier qui travaillent sur une plateforme cryptée, avec des codes, chaque journaliste a un code, tu ne peux rentrer que toi si tu as ton code. Si quelqu'un d'autre rentre avec ton code, on va le savoir. Donc tu vois, on a des modes maintenant de partage d'informations entre nous qui rendent très difficile le fait d'arrêter une progression. Mais tu as raison, la loi secret des affaires ou ce genre de choses, c'est fait pour essayer de nous bloquer. C'est pas fait que pour ça, hein. Il ne faut pas être parano. Au sens où moi, que des multinationales et des secrets de fabrication à protéger, par exemple, bien sûr, c'est normal. Si c'est un secret de fabrication, si c'est un brevet et tout, je trouve ça tout à fait normal. Ça, c'est le secret des affaires. Si c'est un secret fiscal, c'est autre chose.